Alors, au menu aujourd'hui, une autre belle thématique qui tient à cœur beaucoup à l'expo, le local. Alors, aujourd'hui, on va accueillir trois entreprises. On va explorer leurs particularités, leurs défis reliés au local. Trois belles entreprises québécoises exposantes à l'Expo Manger Santé. Alors, sans plus tarder, on va accueillir nos panélistes aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Salut. Alors, aujourd'hui, on a la compagnie. En fait, c'est un peu, voyez-vous, on a la compagnie Rachel Berry qui est un des partenaires de l'Expo. Et là, on va parler d'un autre partenariat qui a été développé avec une boulangerie à chacun son pain. Donc, on accueille Jean-Christophe Lamontagne qui est maintenant fournisseur d'une gamme de pains biologiques pour l'entreprise Rachel Berry. Bonjour Jean-Christophe et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Excellent. Par la suite, on va s'entretenir avec un autre beau fleuron québécois, la compagnie Prana, où là, on a la présidente fondatrice, celle avec qui l'idée a germé et s'est déployée, Marie-Josée Richer. Bonjour Marie-Josée. Bonjour tout le monde. Et aussi la superbe Émilie Jobin-Poirier, qui, elle, est un peu la chargée de projet, qui a un peu chapeauté le versant plus spécifique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est-à-dire les graines de citrouille biologiques locales en agriculture régénératrice. Ouf! Bonjour Émilie. Allô. Excellent. Et aussi un autre beau volet du local qui est en plein développement au Québec, c'est-à-dire la culture du chanvre et tous ses dérivés. Donc, on va accueillir Mathieu Crête, de la feuille verte. On voit derrière lui chanvre. Mais bon, il y a tout un beau parapluie. Il va nous expliquer ça tantôt. Donc, bonjour Mathieu, puis bienvenue. Merci, bonjour. Alors, sans plus tarder, on va débuter avec les beaux champs verts qu'on voit. C'est ça, la nature qui se réveille, ça s'en vient. Jean-Christophe de la compagnie À chacun son pain. Bonjour Jean-Christophe. Salut. Je vous ai préparé un petit vidéo de présentation pour mettre un peu d'image. Je vous présente un de mes champs. C'est situé entre ma maison, ma boulangerie et le moulin de la Rémy où je m'approvisionne en farine. Pour me présenter mon histoire, je voulais débuter avec un petit vidéo. Jean-Christophe Lamontagne, fondateur de la boulangerie À chacun son pain, Charlevoix. En 2004, je me laisse inspirer par la région, deviens boulanger et cuis chaque matin mon pain au four à bois. Depuis ce temps, notre mission n'a pas changé. Nourrir les gens sainement et leur faire vivre une expérience culinaire régionale et authentique. Nos blés sont cultivés de façon biologique sur les terres de la vallée de Baie-Saint-Paul et moulus sur pierre au moulin du village. Comme dit mon fils Loïc, le bon grain fait le bon pain. Pour des produits d'ici, on est avec vous. On va commencer un petit peu par faire ton histoire. Donc là, tu es boulanger, mais tu n'as pas toujours été boulanger, là, finalement. Bien, cette histoire-là a commencé il y a une quinzaine d'années. J'étais pas boulanger, en fait, il y a 15 ans. J'étais technicien en aéronautique. Donc, je travaillais sur des moteurs d'avion pour une petite compagnie aéronautique qui s'appelle Rolls-Royce Canada à Dorval. Puis, j'en ai eu assez du travail d'usine, puis d'être un petit peu un numéro dans un engrenage. Donc, j'ai fait quelques années en aéronautique, puis je ne me sentais pas à ma place, donc j'ai décidé de partir en voyage. Je suis parti presque 2 ans sur la route. J'ai été 6 mois en Amérique du Sud. Je courais beaucoup les montagnes puis l'altitude. Ça m'a mené jusqu'en Patagonie. Puis en remontant, je me suis accroché les pieds en Californie sur une petite ferme biologique où j'ai passé presque 6 mois. C'est là que j'ai découvert la force de l'agriculture biologique, de manger. Je suis devenu végétarien. J'ai été végétarien pendant presque 1 an suite à ça. Donc, je me suis dit, quand je reviens au Québec, je vais peut-être changer de branche. Je ne savais pas encore qu'est-ce que j'allais faire. Ça a pris encore 1 an ou 2. En revenant au Québec, moi et ma conjointe, on a décidé de se choisir une région où on voulait élever notre famille, où on voulait profiter du plein air, faire nos activités favorites, de la planche à neige, du vélo de montagne. En fait, encore une fois, tout ce qui touche à la montagne. On a choisi Charlevoix. On ne connaissait pas bien la région, mais on voulait la connaître, puis on voulait la faire connaître à tout le monde, Québécois, les gens de l'extérieur. Donc, on s'est parti un petit gîte, un petit bed and breakfast à la Malbaie. Puis, pour agrémenter l'expérience client,
j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de fours à pain, des fours à pain en argile, on appelle ça des fours québécois construits de nos mains par nos arrière-grands-pères, nos ancêtres. Puis ça m'a vraiment intrigué. Là. Je suis un gars un peu de science, puis de pouvoir contrôler les éléments, le feu, l'eau, la farine, la levure, les éléments de base. Je me suis dit, ben, pourquoi pas, je ne voulais pas partir en restauration. La boulangerie, ça m'intriguait. Donc, la boulangerie commençait comme ça pour moi. Je me suis construit un four à pain en allant pelleter mon argile en arrière de chez nous. J'ai mis le feu là-dedans, puis j'ai commencé à faire du pain. Donc, un à la fois, quelques pains par jour pour mes hôtes. Puis, j'avais monté une petite histoire du pain là, qui datait là, depuis les débuts, là, la Mésopotamie, puis la découverte du levain. Donc, je faisais un peu d'histoire avec tout ça chaque matin. Puis, je voyais que les autres étaient vraiment intrigués, se levaient tôt avec moi. Puis, au bout de quelques années, finalement, je fournissais le pain pour le village, pour les passants. J'avais embarqué sur la route des saveurs de Charlevoix. Donc, je me suis découvert une réelle passion là, pour la boulangerie à ce moment-là. L'histoire, en fait, se continue. On s'est rendu compte qu'on aimait plus la boulangerie que d'avoir toujours des gens chez nous. La famille aussi a grandi. On a eu le gîte pendant 6 ans. Donc, en 6 ans, on a eu 4 enfants. Donc, à la 6e année, on s'est dit, là, d'avoir toujours des gens chez nous avec la famille qui s'agrandit, on fait le choix de revendre l'auberge et on démarre une boulangerie-café. Et là, c'est le début en 2011 de la boulangerie À chacun son pain, qui avait élu domicile là, dans un ancien Tim Hortons qui avait fermé. Donc ça a été mon premier coup de maître en entrepreneuriat de choisir un bon emplacement. Je me souviens, là, quelques années, encore 2 ans après, il y a des gens qui rentraient dans la boulangerie en demandant des Timbits, mais il n'y avait plus de Timbits. Mais les gens venaient. Donc, en 2011, j'étais chef boulanger. J'avais fait mes classes là, en boulangerie très, très artisanale. Puis, rapidement, on s'est rendu compte que le client en voulait toujours plus. Puis, j'ai oublié de mentionner, c'est vrai, quand j'ai parti ma première boulangerie à la Malbaie, je boulangeais seulement avec les produits La Milanaise, seulement avec des produits biologiques et des ingrédients locaux. Donc, des fromages de la fromagerie Saint-Fidèle, de la laiterie Labbé, des viandes biologiques de Charlevoix. Je faisais même un pain à la bière avec la microbrasserie Charlevoix. Donc, j'étais là, très, très, très puriste. Puis, j'ai amené ça à ma première boulangerie À chacun son pain à Baie-Saint-Paul en me disant, un jour, je vais aller plus loin, puis je vais me trouver sûrement un agriculteur, quelqu'un qui va vouloir me faire du blé, de la farine pour faire un pain qui est totalement local. Donc, ça n'a pas pris beaucoup de temps que je me suis fait un allié qui avait aussi comme rêve de repartir l'agriculture biologique dans Charlevoix et de repartir même le moulin du village, qui s'appelle le moulin de la Rémie, qui est un ancien moulin qui date de 1826. On l'a vu un petit peu dans les images rapidement. C'est un moulin sur pierre, donc des grandes pierres de silex qui ont été importées d'Europe. Les bateaux, quand ils arrivaient au Canada, lestaient les bateaux avec les pierres, puis pensaient ramener de l'or et à peu près tout ce qu'ils n'ont pas ramené finalement, mais les pierres restaient ici. Donc, les pierres ont servi à faire les moulins à pierre. La particularité avec le moulin de pierre, je vais vous en parler un petit peu plus loin dans la présentation tout à l'heure, mais il y a 3 ans, en fait, Rudy Lexé, un de mes bons amis qui m'avait connu en boulangeant là, à la Malbaie, a décidé de repartir le moulin de la Rémie. Donc, depuis 3 ans, moi et Rudy, on travaille sur l'élaboration de farine et d'une gamme de pain qui est certifiée Terroir Charlevoix. Donc, Rudy a remis en culture des terres qui étaient non biologiques. Il y en a plus de 500 hectares maintenant dans la région. Ça fait que ça fait beaucoup de blé. Il n'y a pas juste du blé pour moi. Le blé et la farine est maintenant disponible à quelques endroits au Québec.
moi, la particularité de ma boulangerie, c'est que je peux aller chercher, on voit les montagnes qui sont en arrière ici, c'est proche de la fromagerie, la maison d'affinage Maurice Dufour, donc c'est à 3 km de la boulangerie. Le blé pousse carrément autour de ma maison, autour de la boulangerie, puis autour du moulin. Donc, on est la boulangerie au Canada qui a le circuit le plus court entre le champ, le moulin et la boulangerie. On parle de seulement quelques kilomètres, là, à peine 5 kilomètres. Là. Le blé est récolté à chaque année et moulu sur pierre au moulin du village, comme j'en parlais tout à l'heure. Et la particularité de cette mouture-là, c'est que les grains vont être écrasés lentement sur les pierres. On l'a vu tout à l'heure, la farine tombait entre les deux pierres. Puis le grain tombait entre les deux pierres et la farine sortait très grossière, va passer dans un système de tannissage et va conserver son germe. Le germe de blé, c'est un élément qui est hyper nutritif. On pourra en parler tout à l'heure, tout le monde ensemble, mais c'est ce qui fait une des grosses particularités de la farine de meule, c'est que le grain, le germe de blé, le germe de blé va être conservé, donc avec toutes les particularités nutritionnelles qui amène. La farine plus industrielle qui est moulue sur cylindre d'acier, le germe va être éjecté par le cylindre d'acier qui est un couteau qui tourne, un engrenage qui tourne très vite. Donc, malheureusement, on va perdre cet élément-là. Ensuite, dans la farine de meule, qui est l'élément de base dans mes produits, on va retrouver un petit peu plus de son qui est responsable d'amener un goût très particulier. On peut mettre aussi plus d'eau, on peut hydrater un peu plus les pâtes, donc les pâtes vont moins se dessécher. Puis, en termes de boulangerie, il y a beaucoup plus d'activité enzymatique due à ça. Donc, on va pouvoir travailler avec des levains qui sont beaucoup plus forts, plus puissants, qui vont amener arôme, conservation et tout l'élément aussi digestif. Donc, tout ça, c'est le domaine des boulangers de chaque jour, de gérer la fermentation de la boulangerie, mais d'avoir une bonne farine au départ. On est assez chanceux de pouvoir avoir ce moulin-là puis d'avoir quelqu'un là, qui s'occupe des champs et qui s'occupe du moulin. Je vais vous présenter quelques produits parce que, en fait, je continue sur mon histoire. Donc, en 2011, je partais ma boulangerie à chacun son pain à Baie-Saint-Paul. Puis, 2 ou 3 ans après, on a un de nos employés clés qui voulait partir sa petite entreprise. J'ai essayé de l'aider à partir de son entreprise. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Et puis, je lui ai dit, Jonathan, pourquoi tu partirais pas une boulangerie avec moi? Donc, on a parti une première succursale à Sainte-Anne-de-Beaupré, près du Mont-Saint-Anne. Puis, tout récemment, on a parti une succursale aussi à Québec, aux Galeries Gourmandes. Donc, nos pains sont distribués par notre boulangerie café aux Galeries Gourmandes depuis juste un petit peu avant la pandémie, là, il y a à peu près 1 an. Ça allait bien, mais j'avais toujours le rêve de, tant qu'à avoir un produit aussi intéressant, aussi distinct de ce qui se retrouvait sur le marché, je voulais le partager à tous les Québécois et à tous ceux qui aiment le bon pain, soit en toast, soit sur le barbecue, sous toutes les formes. Donc, j'ai décidé de créer une gamme qui est certifiée Terroir Charlevoix. La certification de Terroir Charlevoix, c'est quoi? C'est une appellation contrôlée un petit peu comme Champagne, que tout le monde connaît. Donc, ça certifie que le grain posé en Charlevoix est transformé dans Charlevoix jusqu'au pain. Donc, on a créé une gamme de produits, puis on est parti sur la route, puis on a cogné aux portes à peu près toutes les épiceries, entre autres Rachel Berry. Puis c'est là qu'on a eu la très bonne surprise là, de rencontrer l'acheteuse qui croyait beaucoup aux produits, en fait, qui avait déjà travaillé dans une boulangerie. Ça, c'était déjà un plus. Donc, pendant notre présentation, on parlait, puis elle mangeait du pain, puis on s'est rendu compte à la fin de la présentation qu'il n'y avait plus de pain, mais il y avait des graines partout. Puis on s'est dit, OK, je pense que ça va bien aller. Donc, elle m'a proposé de rentrer chez Rachel Berry, de travailler ensemble, mais en plus, de travailler avec IGA, ce que je n'avais vraiment pas calculé. Donc, on est reparti chez nous. La réunion, c'était à Montréal. On est reparti dans Charlevoix. Puis le lendemain, je remontais à Montréal pour aller présenter d'autres échantillons. Puis l'histoire a commencé comme ça. Au bout de... Ça l'a pris environ 6 mois à se connaître et tout. Puis au bout de 6 mois, on a signé notre premier contrat de distribution que j'appelle national pour commencer à faire du pain là, au mois de juin l'année dernière pour Rachel Berry et Avril. Puis, on a 4 produits pour Rachel Berry. J'ai amené les produits d'ailleurs.
Donc, j'ai amené mon petit sac d'épicerie. Et on a fait 4 produits pour commencer. La gamme risque de s'élargir un petit peu, on ne parlerait pas trop. Mais on a fait 4 produits avec la phrase magique que mon fils de 10 ans m'avait sortie, le bon grain fait le bon pain. On l'a mis sur tous les sacs, c'est assez fier. Et on a la blanche de Charlevoix ici, qui est une baguette blanche, mi-fraîche, goût onctueuse, qui se prend bien pour faire un sandwich le matin ou une petite fondue au fromage. Donc, voici la blanche de Charlevoix et fait à partir des grains et des champs de Baie-Saint-Paul. On a aussi une baguette de campagne, qui est une baguette qui a un petit peu plus de son, donc un peu plus raffiné comme goût pour manger avec des viandes, des fromages un peu plus forts. Donc, une gamme un peu plus axée, plus vers l'intégral. Je vais vous parler un petit peu de la différence des pâtes. Est-ce que je suis encore dans les temps? Juste comme ça, je placote, mais... Excellent. Je ne t'entends pas, ton micro est fermé. Oui, excuse-moi, Jean-Christophe. C'est super intéressant. S'il fallait créer tout ça sur un emballage, ça prendrait une baguette d'à peu près 300 mètres. Là, parce que c'est fascinant comme information. On a essayé de faire notre histoire un petit peu à l'arrière de la baguette, mais j'avoue qu'on en aurait mis beaucoup. Là. Donc, vous avez cultivé dans Charlevoix, moulu sur pierre, puis boulanger de façon artisanale. On a essayé de faire des petits pictogrammes avec ça pour comprendre que les gens, la clientèle, nos consommateurs comprennent bien l'énorme différence qu'il y a entre choisir un pain de notre boulangerie ou un pain un petit peu plus commercial. D'ailleurs, j'avais oublié d'en parler. Ça, je présente les 2 derniers produits, puis je vous parle de quelque chose qui me tient à cœur là, avant de passer le micro à Mathieu. On a aussi l'épeautre de Charlevoix. Je ne sais pas si vous connaissez bien l'épeautre. Je vais en parler aussi tout à l'heure, mais je considère que l'épeautre est un super grain, un super aliment. C'est un grain qu'on a beaucoup. En fait, c'est l'ancêtre du blé. Au Québec, on ne l'a presque jamais mangé. Ça amène un petit côté. En fait, notre système, dû au fait qu'on n'a presque jamais mangé d'épeautre, va avoir tendance à le digérer beaucoup mieux, l'assimiler beaucoup mieux qu'un blé qu'on mange dans un repas sur 2 dans les pâtes alimentaires, dans les biscuits. On mange énormément de blé, c'est parfait, mais de varier la qualité et de varier aussi la sorte de blé peut être vraiment intéressant au niveau de la digestion. Donc, le pain d'épeautre va être un pain qui va être beaucoup plus facile à digérer, va créer un effet de satiété. On mange une bonne sandwich de ce pain-là, puis on n'a plus faim pendant un bon petit bout de temps. Et ça pousse dans Charlevoix. Et le dernier, mais non le moindre, le complet. Donc, on se rapproche un petit peu plus du pain intégral. Donc, je vous ai présenté 4 produits. Sur les 3 produits, il y avait 3 produits qui sont faits de blé. Et la particularité de ces produits-là, de la différence entre ces produits-là, c'est le taux d'extraction. Donc, c'est la quantité de son et de minéraux qu'il va avoir dans le pain. Donc, la baguette blanche Charlevoix va être plus blanche. La baguette de campagne, un petit peu plus de son, donc un peu plus complète. Et vous avez le complet à la fin. Donc, un dernier petit sujet avant de passer la parole. Une des raisons qui me tient vraiment à cœur, pourquoi on a décidé de travailler fort et mettre ces produits-là à distribuer à travers le pays, en fait, c'est vraiment la raison écologique. Je pense que c'est un mot qui résonne beaucoup depuis 1 an. Puis, pour moi, acheter, c'est voter. Ça pourrait même être plus important que voter. Nos gouvernements s'en ont enfin rendu compte, ils en parlent de plus en plus. Quand on choisit de mettre quelque chose dans notre panier, ça a un effet considérable sur les agriculteurs, sur les producteurs, sur nos voisins, sur les gens qui nous entourent, sur l'écologie. Je fais un petit portrait d'acheter un pain à chacun son pain ou un pain biologique d'une autre boulangerie. Quand vous décidez d'acheter un de ces produits-là, un pain d'environ 600 grammes va prendre 1 mètre, je peux même le faire comme ça, 1 mètre de terre agricole pour cultiver assez de blé pour faire un pain. Donc, à chaque fois que vous mettez un pain biologique dans votre panier, un pain local qui a été fait au Québec avec la farine du Québec, par le fait même, vous vous nourrissez bien votre farine, votre famille
avec la faim. Et en plus, vous allez protéger 1 mètre carré de terre agricole québécoise. Dans la première année, chez IGA, on a réussi et Rachel Berry, on a protégé 300 000 mètres carrés de terre agricole dû à ce contrat de distribution-là. Puis, on n'a pas fini de faire affaire avec eux et de distribuer notre produit parce qu'on veut on voudrait se rendre dans quelques années à 2 ou 3 millions de mètres carrés de terre agricole. Puis ça, c'est tout dans notre région en plus. Donc, c'est à côté de chez nous. Donc, les rivières, il y a des saumons dans notre rivière, le fleuve est juste à côté, il y a les montagnes. Donc, c'est un petit peu ce qui me motive à continuer à boulanger, à continuer à travailler sur tous ces projets-là. C'est que mon entreprise fait un impact direct sur mon territoire, puis sur le Québec. Donc, je finirai sur cette note-là. Excellent, Jean-Christophe. Effectivement, il n'y a rien de tel que de se parler comme ça directement pour comprendre toute la profondeur qu'il y a derrière une entreprise, parce que la petite blague là, sur l'étiquette, c'est pas quelque chose qu'on peut lire, là. C'est vraiment en se parlant là, qu'on peut comprendre l'histoire. Puis vous avez tous des belles histoires comme ça. Bien, merci beaucoup, Jean-Christophe. Je pense que même touristiquement, ça nous donne le goût d'aller faire un petit tour dans Charlevoix cet été, là. Voilà. Vous êtes invité. Excellent. Alors, pour les autres, je ne sais pas si vous avez une petite question pour Jean-Christophe. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez une petite précision, une petite question? Vous êtes bienvenus à le faire. Ben moi, je n'ai pas de question, mais je trouve ça vraiment extraordinaire. Bravo pour ce que tu fais avec 4 enfants en 6 ans. Aussi, moi, j'ai retenu ça dans ce que tu as dit. Ça a comme allumé. C'est 4 enfants en 6 ans, tu dois te lever vraiment tôt. Bravo, vraiment. C'est vraiment beau de voir. Bravo. Merci. J'ai une question. J'ai Madame Corriveau qui me pose une question. Faites-vous du pain sans gluten? Pour l'instant, on n'en fait pas. En entreprise, on ne peut pas faire des productions de gluten et de sans gluten en même temps. Il faudrait tout décontaminer la boulangerie. Donc, ça serait un travail énorme. Ça pourrait être dangereux pour les gens qui sont vraiment allergiques, intolérants au gluten. C'est que pour l'instant, on ne fait pas de pain sans gluten. Mais qui sait, c'est peut-être dans les projets. Excellent. Donc, dans la grande chaîne, effectivement, des partenaires comme Rachel Berry, c'est sûr que ça aide à faire diffuser parce qu'il faut diffuser la qualité qu'on produit. Fait qu'excellent. Ben voilà, ben merci beaucoup, Jean-Christophe. Bravo. Puis merci longue vie à la boulangerie puis à toute ton équipe. Excellent. On va se revoir tantôt de toute façon. C'est bon. Maintenant, un autre beau fleuron qui se déploie, qui continue à se déployer encore. Alors, maintenant, on va aller explorer du côté de Prana. On va aller plus spécifiquement une initiative qui va vraiment dans le domaine du local. Les premières graines de citrouille biologiques en agriculture régénératrice. Donc, Marie-Josée, présidente fondatrice de Prana, et Émilie, qui était la chef de projet du beau concept là, qui est en progression puis qui va se poursuivre encore en 2021. Alors, Marie-Josée, Émilie, voilà, on veut comprendre un petit peu plus cette belle initiative. Bien, merci beaucoup. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Je vais introduire un petit peu le projet. Comme tu l'as si bien dit, c'est moi qui étais en charge de coordonner un peu ce projet-là. Moi, je m'occupe de tout ce qui est social et environnemental chez Prana. Donc, on a vraiment une philosophie à triple impact. Donc, on a profit, planète et collectivité, donc les gens. Donc, ça, c'est vraiment notre stratégie, en gros, chez Prana. Puis, côté planète, on essaie toujours de faire mieux. Puis là, en ce moment, bien, depuis le début de Prana, on rend les produits biologiques, végétaliens, sans OGM, accessibles aux Québécois, aux Canadiens et même à travers le monde. Par contre, on se demande toujours comment on peut en faire plus. Puis une de nos grandes stratégies, nos piliers, c'est vraiment l'approvisionnement responsable. Donc, dans le passé, Marie-Josée, Alan ou d'autres gens de chez Prana sont allés visiter des fournisseurs partout dans le monde. Puis là, on s'est dit, avec la pandémie, c'est un peu un contexte difficile pour faire ça. Puis, on essaie de trouver des fournisseurs locaux, puis on s'est dit comment faire pour, tu sais, dans le fond, ce qu'on veut faire, nous, c'est rendre l'agriculture durable plus accessible. On veut aider non seulement les consommateurs à manger mieux, mais on veut aussi aider les fermiers puis les agriculteurs à faire leur travail le mieux possible. On veut les supporter là-dedans. Puis, le projet de graines de citrouille, bien, c'est un projet, Marie-Josée va vous en parler un peu plus en détail. C'est quelque chose qui tenait vraiment à cœur à Marie-Josée. Puis, avec les contacts qu'elle a créés dans le passé, on a été capable de faire ce gros projet-là l'année dernière avec un pionnier au Québec, un agriculteur innovant et très coloré, quelqu'un de super passionné et d'audacieux.
on a réussi à faire les premières graines de citrouille au Québec et à les commercialiser avec un assaisonnement local. Donc je vais laisser Marie-Josée en parler un peu plus en détail. Merci, Émilie. Peut-être, Jacques, pour nous mettre en haleine, on a un petit teaser là, de comme une quinzaine de secondes, juste pour que vous ayez un peu des images de ce qu'on a fait. C'est assez rapide. Voilà, beaucoup d'informations dans ce petit clip. C'est rapide, hein? De nos jours, apparemment, il faut faire ça très snackable. Fait qu'on a essayé de rendre ça snackable, mais je vous dirai à la fin, on a une vidéo vraiment complète d'une 14aine de minutes qui explique un peu tout le parcours de ce grand rêve-là devenu réalité. Fait que c'est ça, un peu, je voulais un peu vous conter l'histoire de finalement, cette grande première, je pense, en Amérique du Nord. Ce qu'on a voulu, c'est développer une filière de la graine de citrouille en agriculture biologique et locale. Donc, ça part d'où, ça? C'est sûr que quand moi et mon copain, à Londres, comme elle l'a mentionné, Émilie, on a parti Prana en 2005. Puis quand on a parti Prana, on a toujours eu ce rêve-là de s'acheter une terre pour idéalement faire pousser des arbres à noix. On s'est acheté une terre 15 ans plus tard, mais c'est dans les Laurentides, puis c'est quand même rushant de faire des arbres à noix. Donc, on va le faire pour nous, mais pas pour genre vendre au Canada puis en Amérique du Nord au complet. Mais ceci dit, c'était vraiment un rêve que tu sais, je voulais me rapprocher des agriculteurs. Tu sais, c'est le fun d'aller voir, bon, les gens un peu partout dans le monde, comme Émilie l'a dit, aller voir, bon, les amandes, les cachous, etc. Mais j'avais comme toujours eu cette idée-là de faire quelque chose à l'échelle locale, puis j'avais comme pas le filon. Puis, dans le temps, quand j'ai commencé Prana, je faisais les dimanches bio à Outremont. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été au dimanche bio à Outremont. Je passais en fait mes fins de semaine à faire des démos, puis des salons, puis etc. Puis, au dimanche bio Outremont, j'ai rencontré Sébastien. Sébastien, lui, à ce moment-là, vendait des saucisses. Pas véganes, mais des vraies saucisses. Puis moi, j'étais là avec mes produits vegan, bio. Puis là, c'est pour dire que les carnivores puis les végés, ils peuvent s'entendre. Puis, on s'est un peu perdu de vue, puis tout ça. Bon, on se voyait dans les dimanches bio Outremont, puis là, on s'est un peu perdu de vue. Puis là, récemment, Sébastien m'a appelé en me disant « Écoute, Marie, tu sais, je cherche à faire une agriculture locale. J'ai pensé à la graine de citrouille. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai pensé à toi. » Puis moi, je me suis dit « Mon Dieu, ça fait des années que j'attends ce coup de fil-là parce que moi, j'étais allée en Autriche justement pour voir certains agriculteurs. Puis en Autriche, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont allés là, mais je veux dire, la graine de citrouille, c'est partout, là. Tout le monde mange ça. L'huile c'est pas de l'huile d'olive, là, c'est vraiment de l'huile de graine de citrouille qu'il y a partout. Puis je me disais, il me semble qu'ils ont à peu près le même climat que nous. Pourquoi on n'en fait pas ici au Québec? Mais tu sais, évidemment, moi, je veux dire, j'étais concentrée sur Prana, puis je ne suis pas vraiment, je ne suis pas agricultrice de métier. Fait que quand Sébastien m'a lâché ce coup de fil-là, on était comme en février 2020, juste au début, là, avant la pandémie. Puis j'ai dit, let's go, Sébastien, c'est un calling, on le fait. Puis Sébastien, lui, son grand rêve, c'était de faire l'agriculture régénératrice. Puis ça veut dire quoi? Bien, c'est sûr que la définition est quand même longue, mais ça veut dire qu'on régénère le sol. On travaille avec le sol au lieu de le dégénérer. Comment il fait ça? En prenant soin de, la biodiversité, super important. Donc, tu sais, lui, dans ses champs, c'est la jungle. C'est comme, wow! C'est tellement la jungle que des fois, on se demande comment on va récolter. Tu sais, il a fallu récolter à la main. Il y a du tournesol, du sarrasin. Tu sais, vraiment, il s'occupe de sa biodiversité et il s'occupe de la santé de ses sols. Puis, il y a différentes stratégies. Je vais essayer de ne pas trop aller en détail parce que le détail est vraiment bien expliqué dans notre vidéo. Mais bref, Sébastien se dit lui-même un ingénieur de la biodiversité dans l'espace-temps. Non, un designer de la biodiversité dans l'espace-temps. C'est pour vous dire comment c'est un agriculteur quand même innovant. Puis l'enjeu qu'on a au Québec, c'est que au niveau du financement, c'est quand il y a une recette déjà faite, c'est facile de se faire financer. Mais quand tu as une recette vraiment qui sort complètement de l'ordinaire, puis en fait, que tu ne sais même pas si ton pain va lever, là, on n'est pas vraiment prêt à financer ce projet-là. Fait que ce qu'on s'est dit avec Prana, c'est qu'on va supporter Sébastien coûte que coûte
dans cette grande aventure-là. Fait qu'au départ, on avait l'intention de faire 4 tonnes. Au début, c'était 10 tonnes. Après ça, c'était 4 tonnes. Puis là, quand la saison est partie, on s'est dit, ouais, peut-être qu'on ne se rendra pas à 4 tonnes. Ça, c'est les aléas. L'objectif de l'année 1, c'était de voir est-ce que la graine de citrouille va pousser ici au Québec? Parce que comme je l'ai dit, je veux dire, il y en a, c'était pas dans un jardin, là. C'est sûr que si vous faites pousser une graine de citrouille dans votre jardin, ça va pousser. Mais là, c'était de le faire à grande échelle, de faire de la permaculture à grande échelle. Je veux dire, c'est vraiment un défi. Donc, ce qu'on a voulu, c'est valider au niveau agronomique. Est-ce que ça pousse ici? Puis Sébastien, avec cette capacité innovante-là, a fait 3 labos. En fait, il en a fait bien plus que ça, pour vous dire la vérité. Mais là, je vais me concentrer sur 3 labos. Fait qu'il a fait une façon, c'est qu'il a fait pendant 1 an un couvert végétal, comme vraiment là, de tournesol, de millepertuis, vraiment plein, une grosse diversité végétale pour faire sa biomasse. Puis après ça, il y a tout ça, les vers de terre l'ont mangé, il a roulé ça, il a mis du seigle roulé, il a roulé son seigle roulier, puis là-dedans, il a planté sa graine de citrouille. Fait que ça a été un de ses laboratoires. Un autre, il a pris une technique qui sont les 3 sœurs, les courges, les légumineuses et le maïs, parce que Sébastien fait aussi du maïs sur 60 pouces. Donc, il a fait ça, puis il en a fait un autre laboratoire où il a fait tournesol, sarrasin et courge. Puis là, c'est sûr que quand il a planté ça, on a dit, j'espère que ça va bien se passer. Puis il faut se rappeler qu'on est en juin 2020, puis il y a eu une sécheresse. Fait qu'on a eu vraiment des enjeux au niveau agronomique. Il y a eu une super grande sécheresse en 2020, ce qui fait que la graine, elle n'a pas poussé. Sur plusieurs de ces labos, malgré qu'il y a une belle résilience parce qu'il fait de l'agriculture régénératrice, il prend soin de la santé des sols, qui augmente la résilience de son sol, bien, la graine, à plusieurs endroits, soit elle n'a pas poussé, ou soit elle a poussé 1 mois plus tard quand il a plu en juillet. Fait que là, on voyait déjà on avait des enjeux, puis peut-être qu'en année 2, il va falloir penser un peu à comment on fait pour irriguer nos champs, comment on va faire pour l'eau de pluie, comment on va gérer ça. Puis en plus de ça, je ne sais pas si vous en souvenez, quand on est agriculteur, on se souvient de ces éléments-là, mais il y a eu une gelée hâtive en automne. Fait qu'il y a eu vraiment, là, Sébastien, là, je vais vous dire, il y a eu la vie dure. Ce qui fait que son 4 tonnes est devenu finalement un 550 kilos. Puis là, c'est certain qu'il a fait ses 3 champs, puis tout ça. Puis non seulement il faut faire pousser la graine de citrouille, il faut faire pousser la citrouille, il faut que les graines soient assez matures à l'intérieur parce qu'on s'entend qu'on s'est donné le niveau le plus haut, là. On ne veut pas faire de l'huile pour l'instant. On s'est donné le niveau qu'il faut que la graine de citrouille soit A1 là, au niveau du snack. Fait que ça, là, c'est tout un enjeu agronomique. Avec l'huile de citrouille, on pourrait prendre des graines de citrouille un peu cassées avec un tégument et tout ça. Mais là, on s'est vraiment, là, on a visé très haut, puis peut-être qu'on a visé peut-être un petit peu trop haut, mais on y croit. Fait que du coup, il y avait ça. Il fallait que la citrouille soit assez mûre. Il faut que la graine soit assez mûre pour qu'elle soit mangeable. Mais non seulement ça, il faut aussi récolter les citrouilles. Fait qu'il faut qu'il y ait une espèce de camion. Puis là, si c'est qui récolte, une andaineuse qu'on appelle, puis là, si c'est la jungle, comment qu'on fait pour rentrer un tracteur là-dedans alors que c'est la jungle hyper biodiversifiée? Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait, tout le monde, toute la gang de Prana, on allait aller à la récolte. Et là, on a vraiment dégonflé parce qu'il y a eu la COVID. Et puis là, la COVID nous a dit, écoute, on ne peut pas aller dans un autobus, puis on ne peut pas changer de zone. Fait que, regarde, il va falloir que Marie-Josée et Sébastien et son employé, on se relève les manches puis qu'on récolte des citrouilles. Fait que vous allez voir dans la vidéo, ça c'est vrai, là, c'est même pas stagé. On a vraiment une par une récolté les citrouilles qui jamais avec un tracteur on aurait vraiment pu récolter parce qu'il y en avait vraiment partout. Là, c'était la jungle, je me sentais comme dans un cherche-et-trouve. Qu'à cela ne tienne, on récolte nos citrouilles, on est super contents, on a des citrouilles qui sont assez mûres, on rentre ça dans une espèce de tamis qui sépare la pulpe de la graine. Puis là, il y a beaucoup de monde qui me demande qu'est-ce qu'on fait avec la pulpe. Mais la pulpe, en tout cas en Autriche et ici, ce qu'on fait, c'est qu'on la remet au champ parce que c'est un fertilisant. Ça ne fait pas encore de sens aujourd'hui d'enlever la pulpe qui est un fertilisant et de rajouter des fertilisants, d'acheter d'ailleurs des fertilisants. Donc, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on la remet dans la terre. On a trouvé la façon la plus écologique de gérer la pulpe. Donc, on
on a notre graine de citrouille, mais là, la graine de citrouille, elle est pleine de pulpe, là, encore, tu sais, elle est détachée, mais elle est pleine de pulpe. Fait que là, il faut la nettoyer, il faut la sécher, il faut la sécher correctement avec un taux d'humidité correctement. Il faut la conditionner pour que ça soit prêt et que ça aille chez Prana. Puis là, c'est genre quand on est embarqué dans cette aventure-là, disons qu'on n'avait pas comme calculé l'ampleur de tout le travail après avoir récolté les citrouilles puis après les avoir comme écartées de leur pulpe. Fait que du coup, Sébastien a été hyper créatif. Il a patenté toutes sortes d'instruments pour faire en sorte qu'on en arrive avec une graine de citrouille qui était comme mangeable. Puis là, ils sont 550 kilos, qui au début, on était aïe, on va juste avoir 550 kilos. Pour Prana, c'est vraiment pas assez. Finalement, on est vraiment heureux d'avoir eu 550 kilos. Puis du coup, qu'on l'a reçu chez Prana, c'était comme Sébastien était tellement libéré là, de juste voir sa face. Il était tellement heureux. Il était comme, il a travaillé vraiment fort. Puis là, nous, du coup, l'équipe était super contente de rencontrer l'agriculteur. Puis là, nous, c'était entre nos mains. Fait que là, nous, il fallait choisir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, ce qu'on a décidé avec l'équipe, c'est qu'on allait l'assaisonner avec des algues, du bacon de mer qui est récolté à la main en Gaspésie. On s'est dit que c'est un produit local. Je veux dire, une graine de citrouille locale, on ne va pas commencer à se mettre, je ne sais pas, là, quelque chose qui vient je sais pas, du moringa ou je ne sais pas, n'importe quoi. On s'est dit, on va vraiment garder ce concept local-là. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On a rôti nos graines de citrouille. On les a assaisonnées avec le bacon de mer cueilli par Antoine Nicolas de Océan des Saveurs, qui va souvent à l'Expo Manger Santé. C'est là, d'ailleurs, que je l'ai connu. Il est aussi venu au Dragon. Fait qu'on a continué ce partenariat-là. Puis, finalement, ça en fait des graines de citrouille qui sont vraiment, vraiment délicieuses. Là. Puis, ils pop, là, ça goûte vraiment comme... C'est quasiment comme du popcorn au niveau de la texture. Fait que c'est disponible en ligne, en quantité limitée. Là, vous comprenez pourquoi. C'est parce qu'on en a eu seulement 550 kilos. Mais ceci dit, ça ne nous a pas découragés. Sébastien puis moi, puis Émilie, on travaille vraiment fort pour qu'en année 2, on s'équipe, non seulement pour avoir une année 2 un petit peu plus productive au niveau agronomique. On va prier pour la pluie en juin, numéro 1. Numéro 2, on va prier pour une gelée un petit peu plus tardive. Mais numéro 2, pour s'équiper au niveau de tout le conditionnement. Ça, c'est quelque chose qui souvent, quand on est consommateur, on oublie qu'il y a vraiment plusieurs étapes avant que ça se rende dans notre assiette puis dans notre salade. Puis moi, ça a toujours été un grand rêve de mettre en avant les fermiers, les agriculteurs, de mettre en avant la main qui nous nourrit parce que c'est souvent des gens qui travaillent dans l'ombre. Tu sais, Sébastien, ça fait des années là, qu'il est super innovant, qu'il fait des choses hallucinantes, puis il est dans l'ombre. Fait que c'est vraiment le fun de le voir, en tout cas dans notre vidéo pendant 14 minutes, de le voir dans son élément, avec ses défis, puis de comprendre quels sont les défis de l'agriculteur aujourd'hui, l'agriculteur local. Puis comme Jean-Christophe le disait, moi, je crois vraiment que oui, nous, on est là pour vous offrir quelque chose de plus local parce qu'on s'entend que la souveraineté alimentaire, c'est sur toutes les lèvres en ce moment. Mais qui sont les entreprises puis les agriculteurs qui travaillent vraiment derrière ça? Je veux dire, il y en a, mais il y en a peu. Aussi une agriculture plus responsable. Je ne dis pas une grande agriculture avec des fertilisants chimiques, etc., là, mais qui travaille pour une souveraineté alimentaire, mais aussi dans l'espoir, dans l'écologie, et non pas de juste une souveraineté alimentaire parce qu'on va mettre plein de produits chimiques. Pour moi, ça nous prend une durabilité alimentaire pour que dans 50 ans, nos enfants, ils mangent encore des bons produits qui respirent de l'air frais puis que l'eau qui coule de leur robinet soit pure. Fait que pour moi, en tout cas, c'est vraiment un super grand rêve devenu réalité grâce à Sébastien. Je vous encourage fortement, là, je vous ai fait un mini résumé, je vous encourage fortement à aller voir la vidéo qui est super le fun, très explicative. Puis aller sur notre site web aussi pour aller goûter ces graines de citrouille-là parce que sans achat, c'est certain que, tu sais, c'est l'offre et la demande aussi. À un moment donné, si les gens n'achètent pas les produits qu'on fait, malgré toute notre bonne volonté, à un moment donné, il faut que ça fasse du sens aussi pour Prana et pour Sébastien au niveau financier. Donc, voilà. C'était la petite histoire des graines de citrouille. Mais, tu sais, une bouchée vaut 1000 mots. Hein? J'ai toujours dit ça, fait que je vous en lance virtuellement.
C'est une belle grande équipe auquel Émilie a justement chapeauté là, tous les maillons de cette belle chaîne-là. Si tu veux, on peut juste regarder, parce que là, on se disait, Marie-Josée l'a signalé, acheter, c'est voter. Hein? Donc, supporter des projets comme ça va au-delà de la dépense et que ça consolide notre territoire en même temps. Alors, je vais juste faire un petit partage d'écran, puis on va le voir exactement où on peut aller se procurer ces produits-là. En fait, c'est à travers votre boutique en ligne. Donc, on est ici sur le site de Prana. Si on va ici en haut sur l'onglet Projet local, petite graine, grosse différence. C'est ici qu'on va cliquer pour accéder au documentaire. Et comme tu disais, Marie-Josée, il en reste encore un peu. Si on veut s'en procurer, on peut, sur votre site, commander les graines de citrouille. C'est bien ça? Oui, en fait, il est juste là, la vidéo est là. Ici, il est juste là, juste à cliquer. Exactement. Excellent. Fait que miam miam, moi, j'y ai goûté, j'ai adoré. Donc, on va en recommander encore ici aussi. Là. Bravo. Donc, excellent. Merci. Bien, bravo à toute l'équipe de Prana, parce que je sais que vous êtes constamment dans cette optique-là. Là, ça a commencé avec les graines de citrouille, puis je sais que vous avez d'autres projets aussi. Toujours vous tournez vers d'autres explorations. Puis le local, c'est toutes des valeurs qui vous tiennent à cœur. Grâce à vous, on a vraiment appris à manger plus de graines de noix et toutes sortes de produits maintenant que vous avez sur votre site. Félicitations pour tout ce que vous faites, Prana. C'est un beau fleuron québécois aussi. Bravo. Merci beaucoup. Alors, les amis, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, une petite question pour Marie-Josée ou Émilie. Moi, j'en ai une. Ça m'intrigue depuis le début. Dans une citrouille complète, c'est quoi le nombre de grammes par rapport au nombre de grammes de citrouille, le pourcentage qu'on ramasse en graines? Parce que ça doit être des citrouilles faites pour la graine, des citrouilles à graines, j'imagine. Oui, en fait, c'est sûr qu'il y a plus l'idéal, c'est qu'il y ait le moins de pulpe possible et le plus de graines possible, mais ça dépend vraiment de la variété, de la génétique. C'est tout un monde, là. Sébastien pourrait t'en parler. Puis au niveau de la génétique aussi, on a fait beaucoup d'essais-erreurs. Puis je pense qu'en année 2, on va être vraiment plus performant par rapport à ça. Mais, tu sais, c'est dur à dire, là. Je comprends totalement quand tu parles de sécheresse parce que dans le blé, c'est la même chose. Nous, on travaille avec quelques cultivateurs qui tiennent sur les doigts de ma main. On est dans un territoire très restreint. Donc, quand il y a une sécheresse, il y a une sécheresse sur tous nos champs. Donc, c'est la même chose. En fait, le grain va moins pousser, va être plus petit. On doit composer avec ça. Puis à chaque année, le goût peut changer. Les boulangers doivent s'adapter aussi. C'est pas comme travailler avec des blés beaucoup plus industriels, où on va aller chercher des blés un peu partout au Canada ou même dans le monde pour contrer certains effets de sécheresse ou de manque de force. Là, on doit travailler avec nos grains, nos graines, puis on doit faire avec, puis même travailler nos produits finaux en fonction de la plante, en fonction de la ressource de base, qu'on n'a pas besoin de faire normalement en achetant de la farine ou en achetant des ingrédients qui viennent de peu partout. On sait ce qu'on va acheter, on sait ce qu'on va recevoir. Là, chaque année, on ne sait pas ce qu'on va recevoir. Donc, on doit composer avec ça. Puis ça fait en sorte que ça fait rayonner aussi, comme tu dis, les agriculteurs, mais nous, en tant qu'entreprise, les boulangers doivent travailler beaucoup plus fort, comprendre la matière pour offrir un produit qui est différent à tous les ans. Puis ça, le consommateur n'est pas habitué de ça. Donc, il y a une éducation à faire. Le pain ne sera pas pareil comme l'année passée. Si tu aimais beaucoup mon pain d'épaule ou ma baguette blanche, bien, il y a des grosses chances que l'année prochaine, elle soit un peu différente. Donc, moi, je compare beaucoup le pain ou les produits que vous faites au vin. Les vins changent de chaque année. Il y a des années que c'est des millésimes. Il y a des années qui sont un peu plus difficiles. Les goûts sont différents. Dans le pain, on n'est pas habitué à ça. Oui, peut-être chez le petit artisan, mais pas dans les grandes surfaces. Donc, il y a un gros travail d'éducation à faire pour que les gens n'achètent pas juste un produit, mais achètent le producteur, achètent tout ce qu'il y a derrière, puis acceptent de consommer des produits qui vont être un petit peu différents à chaque année, parce que c'est pas nous qui décidons, c'est la nature, puis c'est ça qu'on veut.
Je trouve que c'est très bien dit. On vit le même problème, nous autres, avec chanvre, où est-ce que c'est juste des produits naturels, puis d'une année à l'autre, ben, la lavande n'aura pas la même odeur, le chanvre ne sera pas la même consistance, puis veut pas, ça va affecter le produit final. Fait que c'est très bien là, de dire aux gens, quand on est un produit naturel, un produit de cette qualité-là, il ne faut pas s'attendre à avoir le même produit d'année en année. Moi, j'avais une question pour Marie-Josée, c'est quoi les objectifs pour l'année 2? Les objectifs, ben, je pense que c'est vraiment de consolider ce qu'on a réussi à développer en année 1, mais d'être vraiment beaucoup plus focusé sur la qualité de notre conditionnement, puis aussi de commencer à tâter le pouls pour développer une filière. Donc, travailler avec 1 ou 2 autres agriculteurs dans le but de monter un espèce de blueprint, un genre de prototype, est-ce que ça fait du sens pour certains agriculteurs de changer justement de l'orge ou du soya ou du maïs pour la graine de citrouille? Est-ce que ça fait du sens pour eux financièrement? Est-ce qu'on est capable d'avoir un rendement? Donc, c'est vraiment d'augmenter le rendement pour que ça fasse du sens au niveau financier, pour que, comme je disais, on développe une façon de faire une preuve de concept qu'on pourra répliquer à l'échelle du Québec. Fait que c'est ça le grand objectif, mais année 2, rendement, conditionnement, je pense que juste ça, on en a pas mal. C'est drôle parce que on a du pain sur la planche. Taraboum, ton histoire m'a fait beaucoup penser à la nôtre. On a fait du chanvre expérimental, on a essayé plusieurs variétés, puis quand on est venu pour le cueillir, on avait des troncs gigantesques, puis notre machinerie n'était pas capable du tout d'écueillir, puis là, on se grattait la tête, on dit, ben voyons, faut-tu cueillir ça tout à la main, puis ça a fini qu'on a cueilli ça au César à la main, avec les frontales, parce que le gel s'en venait. Fait que, écoute, ça a été toute une histoire, fait que je comprends très bien là, ta situation. Excellent. Donc, merci beaucoup, Marie-Josée, Émilie. Bravo d'avoir chapeauté tout ça, toute beauté. Donc, on va suivre la progression de ça. On va se procurer sur le site de Prana les derniers sacs le plus vite possible pour l'essayer, effectivement. Donc, c'est aussi à travers le site de l'expo-mangersanté.com, vous pourrez accéder à la boutique et vous procurer tous les beaux produits de Prana pendant l'expo. Maintenant, justement, on va poursuivre avec Mathieu, une autre belle entreprise locale. Donc, la compagnie Chanvre, Mathieu. Mais il y a plusieurs déclinaisons, là. Je pense que tu vas nous expliquer un peu de qui est derrière Feuille Verte, parce que c'est d'abord Feuille Verte avec toutes ces divisions, si on peut dire. Je vais expliquer un peu mon histoire puis comment que la Feuille Verte est arrivée. Moi, comment j'ai découvert la chance, c'est je me suis mis à faire de l'eczéma sévère au niveau des mains. J'avais les mains qui craquaient, saignaient, j'avais des boutons pustuleux, c'était vraiment pas beau. Puis, je consultais des médecins, des dermatologues, puis je me faisais toujours conseiller de la crème à base de cortisone. Puis, je trouvais que ça n'améliorait pas mon problème, au contraire, ça l'empirait. À un moment donné, je consultais un grand dermatologue, puis il me dit, Monsieur Crête, vous êtes allergique au pétrole, on a une crème spécialement pour ça. Alors, il me donne la crème, il me la prescrit, puis je regarde le premier ingrédient, puis c'est le pétrolatum. Alors, je sais que le pétrolatum, c'est de la gelée de pétrole. Alors, je pose la question, pourquoi que vous me prescrivez une crème à base de gelée de pétrole si je suis allergique au pétrole? Puis, le dermatologue était sans mots, il m'a demandé de quitter le bureau. Alors, je me suis ramassé, plus de dermatologue, plus de médecin, les mains craquaient, saignaient, puis j'avais ma crème au pétrole dans mes mains, puis j'étais vraiment découragé. Alors, il a fallu que je prenne vraiment les choses entre mes mains, littéralement. Puis je me suis mis à étudier l'eczéma, puis la dermatologie, la chimie cosmétique, puis tout ça. Puis je suis arrivé sur le chanvre, qui est une plante qui est réputée pour les problèmes d'eczéma, mais pour plein d'autres problèmes. Puis j'ai été abasourdi par toutes les qualités écologiques de cette plante-là, mais aussi tous les produits dérivés qu'on peut en faire. Alors, j'ai parti d'une petite entreprise qui faisait des cosmétiques. Puis, en 2016, j'ai un ami, Danny Lefebvre, qui, lui, a racheté la compagnie La Feuille Verte. Puis, je me suis joint à lui avec mes connaissances. Puis, on a reformulé la marque Chanvre. C'est pour ça que j'ai Chanvre en arrière de moi. Je suis le formulateur des produits Chanvre. Et on a décidé qu'avec la marque, la compagnie La Feuille Verte, de commercialiser plusieurs marques de produits à base de chanvre. Alors, on a une marque pour les animaux qui est la marque Crocs. On a les cosmétiques qui est la marque Chanvre. On a aussi une marque alimentaire Bon Vivant. On a une marque de boisson de kombucha qui est Kombuchanvre.
Puis on a une marque sportive qui est Champion. Alors, c'est vraiment une compagnie qui chapeaute plusieurs marques, tout simplement. Puis c'est tout la même thème, c'est des produits à base de chanvre. Je vous ai fait une petite présentation là, pour montrer un peu les avantages du chanvre. Alors, je vais vous partager ça. Alors, voilà. La culture du chanvre, mais ce qui est le gros avantage, c'est que ça pousse très bien au Québec ou au Canada et sur plusieurs parallèles. Alors, c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé d'avoir des serres ou ça pousse naturellement. Puis, c'est très écologique. Alors, je ne vais pas toutes les lire, mais j'ai mis quelques énoncés intéressants pour vous donner une idée. Chaque tonne de chanvre est produit, on retire 1,63 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. On parle des changements climatiques, on parle des objectifs du gouvernement d'atteindre des cibles en termes de CO2. Bien, cultiver la chanvre aide drastiquement à atteindre ces cibles-là. Ça ne requiert aucun pesticide ou insecticide pour pousser. On appelle souvent en anglais le chanvre ou le cannabis du weed. Mais pourquoi on appelle ça du weed? Parce que du weed, ça veut dire mauvaise herbe. Ça pousse tout seul. On a tout entendu parler d'un agriculteur que les gens venaient planter du cannabis dans le champ. Mais pourquoi? Parce que ça pousse tout seul. Ça va consommer beaucoup moins d'eau. Comparativement au coton, ça va consommer 4 fois moins d'eau pour produire 2 fois plus de textiles. La fibre est super écologique, elle est résistante. Alors, c'est vraiment un no-brainer. Le chanvre va nettoyer puis il va nourrir le sol. Ça fait une excellente culture de rotation. On parlait tantôt de Rudy avec ses champs de blé, mais nous aussi, on fait affaire avec Rudy à Charlevoix pour le chanvre. Et justement, lui, il peut utiliser le chanvre dans des cultures de rotation pour aller renourrir le sol. Puis nous, on prend les graines de chanvre puis on fait une bonne action parce qu'on prépare le sol pour justement le pain de Jean-Christophe l'année d'après. Alors, quand on achète un produit de la feuille verte, on vient encourager la régénération des sols pour les futurs produits à venir. Le chanvre peut être recyclé 8 fois versus 3 fois. Un autre avantage. Puis, je vais finir par cette dernière. Là. Un pied cubique de béton de chanvre va séquestrer 10 kg de CO2 versus du béton qu'on en produit 7 kg. Le béton de chanvre ne peut pas remplacer tout le béton. C'est important de le préciser, mais il peut en remplacer une partie. Alors, c'est vraiment une plante qui est merveilleuse. On peut faire des tonnes de produits avec cette plante-là. La plante, on la divise en 3 parties. Alors, on a la graine qui est à gauche, on a la fibre qui est dans le centre, qu'on va extraire du tronc et des branches, puis on a la fleur qui est à droite. Alors, dans la graine, on peut faire des produits comme de l'huile de chanvre, de la farine de chanvre, du lait. On peut même faire du biodiesel, de la protéine, du tourteau qui est un produit dérivé qui est riche en protéines aussi, mais en fibres. On peut faire des teintures pour le bois, par exemple, pour avoir des teintures plus écologiques. Au niveau de la fibre, on peut faire du papier, du carton, qui est extrêmement écologique, qui utilise beaucoup moins d'arbres. On peut faire du cordage, de la corde très solide. On sait que Christophe Colomb est venu en Amérique avec des voiles et des cordes en chanvre. On peut faire du paillis pour le jardinage qu'on a testé. J'ai testé personnellement cette année qui fonctionne à merveille. On peut faire des vêtements. On peut faire de l'isolant, on peut faire aussi du plastique, du béton. Et finalement, avec la fleur, on peut extraire des huiles essentielles qu'on peut utiliser pour mettre dans des cosmétiques, comme par exemple, on peut faire des gélules, de la cire, on peut faire des thés, des breuvages cosmétiques suppléments. Alors, c'est vraiment une plante au milieu de possibilités. Selon Popular Mécanique, on peut faire jusqu'à 25 000 produits à partir de la plante de chanvre. C'est une des seules plantes au monde qui a autant de possibilités. L'opération qu'on effectue, c'est vraiment une opération d'intégration verticale. Alors, on va s'aimer les graines dans nos champs. On va ensuite les récolter par des gens d'ici. Après ça, on va envoyer ça chez notre maître presseur qui va presser l'huile. Ça prend environ 1 tonne, soit 1000 kilos de graines de chanvre pour produire 200 litres d'huile. Mais quand on va produire l'huile, il va y avoir des résidus qui vont être le tourteau. Ce tourteau-là, on peut le cuber, puis aussi on peut le transformer pour faire de la farine de chanvre ou faire de la protéine si on la raffine un peu plus.
Et avec tous ces ingrédients-là, ben, on va les utiliser pour créer nos différents produits à travers nos marques. Alors, on part vraiment d'une seule graine et on va la décliner en plusieurs produits, puis qui va nous permettre de créer, d'arriver avec une offre complète. Quand on s'approvisionne local, on en parlait tantôt, mais c'était juste vous donner un petit exemple. Un approvisionnement local égale une économie forte. Tu sais, la pandémie, je pense que ça a eu ça de bon. On s'est rendu compte à quel point on était dépendant des autres pays. Puis quand on le produisait localement, bien, on avait une souveraineté qui était soit alimentaire ou, dans l'exemple, les masques, on n'avait pas les masques. Alors, à chaque fois qu'on encourage un produit local, bien, il y a des déclinaisons et il y a d'autres entreprises qui en bénéficient. Alors, ça ici, c'est juste quelques exemples. Nos graines de chanvre sont prises à Charlevoix, nos étiquettes sont fabriquées à Montréal. Même chose pour notre kombucha. Les brisures de chanvre sont produites à Saint-François. La protéine vient de Granby. Notre pressage de notre maître pressier, c'est à Sainte-Tech. Les laboratoires qu'on fait nos analyses et tout, c'est à Denham. Alors, vraiment, le fait juste de consommer un produit local encourage toute une économie locale. Puis cette économie locale-là, bien, ça assure évidemment des emplois, mais aussi une souveraineté en cas de pandémie ou d'événements majeurs comme qu'on vient de connaître l'année passée, cette année. Je vais terminer juste en montrant quelques petites photos. Alors, ici en haut à gauche, vous voyez, on est dans le champ. C'est une opération que tout le monde a mis la main à la pâte. Un peu comme Marie-Josée disait. En bas, vous avez la pouponnière où on prend soin de nos plants pendant l'hiver. Puis, vous voyez à droite là, une salle de production Crocs ou la salle de production chanvre, salle d'emballage chanvre et notre entrepôt. Là. Alors, c'était juste pour vous montrer quelques photos là, de l'intégration verticale qu'on avait. Alors, je vais arrêter. Alors, c'est tout pour moi pour le chanvre. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je suis tout oui. Ça met la table. Bravo, Mathieu. C'est tout un autre justement, il y a plein de possibilités avec le chanvre. Et ça, c'est le chanvre, c'est sans THC, hein? C'est pas du chanvre que vous cultivez là, pour oui, bien ça, on peut en parler parce qu'il y a plusieurs questions au niveau de ça. Beaucoup de gens ont de la misère à comprendre la différence entre le chanvre et le cannabis. C'est important de comprendre, c'est exactement la même plante. C'est vraiment au niveau gouvernemental où ce que la nomenclature va changer en fonction d'un seul paramètre qui est le niveau de THC. Alors, quand on produit du cannabis ou du chanvre, il y a une molécule qui va être produite qui s'appelle le THC, qui est la molécule associée avec le fameux buzz. Quand on a moins que 0,3 % de THC et que la graine est soumise à des analyses de laboratoire par Santé Canada, bien, la graine peut être certifiée comme étant une graine de chanvre et à ce moment-là, on peut appeler ça du chanvre ou du chanvre industriel. C'est vraiment là la différence. Plusieurs personnes pensent que le chanvre, c'est des mâles et le cannabis, c'est des femelles. Mais c'est totalement erroné. C'est juste la façon de le cultiver. OK. Donc là, vous, comme on disait, toi tu étais le spécialiste des formulations, mais tout le spectre, comme tu as montré dans une diapositive, c'est toutes des avenues que vous êtes en train de développer, là, finalement. Là. Même les vêtements, j'ai vu sur votre site, en tout cas, c'est peut-être pas vous qui les tissez vraiment, mais il y a quand même des vêtements déjà en chanvre qu'on peut se procurer. Oui, on peut se procurer sur notre site maisonderbe.com, on peut se procurer tous nos produits, puis dont des vêtements, effectivement, les vêtements en chanvre qui sont très résistants, mais qui sont naturellement antibactériens, puis qui offrent une protection UV, ce qui est la seule fibre là, connue là, qui offre cet avantage-là. Alors, c'est des produits qui sont très résistants, que ça va durer longtemps. Je conseille particulièrement les bas. Moi, je passe à travers des bas. J'ai des ongles très solides. Je ne sais pas si il y a d'autres personnes qui ont le même problème, mais les bas durent très longtemps. Un gros avantage. Et quand on sait qu'est-ce que ça génère comme pollution, produire du coton, ça, c'est un autre sujet, là, mais le chanvre est une très belle alternative justement pour les tissages, là, comme tu expliques. Oui, c'est une très belle alternative.
Par contre, un des désavantages, je vous dirais, du chanvre, c'est que la texture est un peu plus rugueuse. Alors, on est quand même obligé de le combiner avec du coton. Par contre, on utilise du coton biologique avec une agriculture durable. Alors, tranquillement, pas vite, oui, on va encourager l'agriculture locale et l'agriculture écologique, mais aussi, on va aider à transformer l'industrie du coton qui en a grandement besoin. Mm-hmm. Juste pour notre dernière petite question qui me chicote, vos installations, est-ce qu'on peut visiter ça l'été? Est-ce que c'est ouvert au public? C'était dans les plans des rendre ouverts au public, mais avec la COVID, évidemment, on a mis ça sur glace. Il faut, il y a beaucoup de paramètres à respecter pour les normes ici, mais ça fait partie des plans. Je vous dis, pas pour tout de suite, mais ça fait partie des plans d'offrir de l'agrotourisme. Excellent. Alors, les amis, je ne sais pas si vous avez des petites questions pour Mathieu. Un petit commentaire. C'est sûr que c'est toutes des matières premières au bout du compte qui sont locales, qui sont aux aléas des températures, parce que j'imagine que c'est les mêmes défis, vous aussi, là, le chanvre, mais ça semble être une plante un peu plus résistante, mais quand même, la température, on n'est jamais à l'abri malgré tout, là. Oui, mais tu sais, j'entendais Marie-Josée, puis on est quand même chanceux parce que c'est une plante qui requiert très peu d'eau. Alors, nous, la sécheresse, ça n'a pas été extrêmement grave. Puis, c'est une plante qui résiste au gel. On est capable de résister jusqu'à -4, -5 degrés. Alors, même les premiers gels, ça ne dérange pas la plante. On a vraiment cette chance-là d'avoir une plante très résiliente comparativement à d'autres plantes. Mais il y a d'autres défis. La fibre est extrêmement dure, alors la récolte est très difficile. Ça prend de la machinerie spéciale qui est adaptée. Puis dépendant des variétés, il y a des variétés qui vont faire des troncs plus longs, des troncs plus larges, des graines, des cocottes plus petites, plus grosses. Fait que vraiment, il faut vraiment être capable de s'adapter à tout ça. Je vois que j'ai une question de Stéphane Lavoie. Ça me dit, comment sont tes mains maintenant? Les mains sont super belles, là. Vous pouvez voir, là. Toutes mes mains sont super. C'est ça. Je suis content. J'ai réussi à me guérir moi-même. Puis, c'est une belle histoire, là, grâce au chanvre. Mathieu, pendant que j'ai l'opportunité de t'avoir en face de moi ou presque, oui. Au niveau nutritif, parce que, j'ai vu les graines de chanvre pousser à côté des graines de blé là, l'année passée encore. Puis, je fais d'ailleurs un pain au chanvre. Là. Il n'est pas disponible chez Rachel Berry, mais on fait quand même un pain au chanvre. Puis, au niveau nutritionnel, est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu? Nous, on fait une recette avec une partie des graines qui sont non écrasées, puis une partie des graines qu'on va passer, qu'on va passer au moulin. Là. Puis on l'ajoute là, autour de 8 % quand même là, dans notre pain au chanvre. Bien sûr. Bien, la graine de chanvre, premièrement, c'est une protéine végétale complète. Alors, elle contient les 9 acides aminés essentiels. Pour faire une protéine complète, il y a 21 acides aminés, mais il y en a 9 d'essentiels que notre corps ne peut pas produire. Le chanvre les contient les 9. Alors, ça, c'est un gros avantage. Ensuite, le ratio oméga-3, oméga-6, il est parfaitement balancé de 3 pour 1. Si on prend du canola ou du soya, il y a des oméga-6, il y a des oméga-3, mais le ratio est débalancé. Il y a un ratio souvent de 16 pour 1 ou de 24 pour 1. Ce ratio-là a le désavantage de créer de l'inflammation dans le corps. L'inflammation, c'est un problème flagrant dans notre société. Il y en a vraiment partout. Puis, le fait de consommer plus d'oméga-3 va aider à réduire le ratio. C'est une des raisons pourquoi les médecins recommandent de prendre de l'huile de poisson ou manger plus de poisson. C'est pour être capable de réduire le ratio à cause que dans notre alimentation, on mange beaucoup trop d'oméga-6 par rapport aux oméga-3. Alors, le chanvre qui est parfaitement balancé, on n'a pas à s'inquiéter de consommer trop d'oméga-6. Finalement, il est riche en différentes vitamines et minéraux comme la vitamine E, mais aussi le magnésium. 80 % des gens sont déficients en magnésium en Amérique du Nord. Alors, c'est vraiment un autre avantage de prendre ça. Puis, il n'y a pas d'acide phytique. L'acide phytique, on sait, elle se fait pointer du doigt beaucoup dans le monde du paléo. Bien, la graine de chanvre ne contient pas cette molécule-là. OK. Puis, entre avoir une graine qui est écrasée puis entière dans un produit, est-ce qu'il y a une différence dans l'assimilation de tout ça, en fait? Non, il n'y a pas vraiment de différence dans l'assimilation. Quand la graine, on peut l'avoir décortiquée ou pas.
Alors, quand elle est décortiquée, on va appeler ça un cœur de chanvre. Le cœur de chanvre va avoir moins de fibres à cause que la fibre est retrouvée à l'extérieur. Il va avoir cette petite particularité-là. Elle va être un petit peu plus facile à digérer. Si on utilise la graine entière, ben là, on va avoir plus de fibres, un petit peu plus difficile à digérer. Par contre, si on prend de la brisure dans ton cas, ben là, tu as le meilleur des deux mondes. La brisure contient les fibres et l'assimilation. Excellent, merci. Eh bien, c'est pour dire comment des fois, hein, le champ qui sert une année pour le chanvre sert l'autre année pour la farine. C'est des choses qu'on ne sait pas tout à fait, on ne sait pas tout le temps, là, finalement. Non, exactement. Alors, c'est excellent. Merci beaucoup, Mathieu. Fort instructif. Un autre beau fleuron québécois qui se déploie. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter. Sinon, je vois que le temps avance. Écoutez, c'est tellement fascinant qu'on a laissé ça rouler, là. C'est super intéressant. Juste ici, j'ai une question de Chantal. Oui. L'appellation de la crème pour l'eczéma, s'il vous plaît, est vendue à la feuille verte. Ce n'est pas une crème, c'est une huile. C'est l'huile soins intensifs. Puis elle est vendue sur maisonderbe.com ou sur chanvre.co. Excellent. Merci de la précision, mon cher. Bravo. Effectivement, encore une fois, merci à tout le monde, vraiment. Là, Jean-Christophe, merci beaucoup. Marie-Josée, Émilie, Mathieu, continuez vos beaux projets. Le printemps arrive, c'est de toute beauté. Et puis voilà, on va se dire à très bientôt et rien tel que des journées, des webinaires comme maintenant où on a la profondeur. On va arriver à l'épicerie maintenant, on va voir vos produits, on sait qui est derrière, puis ça donne toute une profondeur. Achetez, c'est voter. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup encore. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci. Bonne journée.